Valéry Giscard d'Estaing naît le 2 février 1926 à Coblence en Allemagne. Cette naissance hors de France s'explique par le contexte de l'après-Première Guerre mondiale. Son père est alors directeur des finances du Haut-Commissariat français en Rhénanie, une région occupée par l'armée française. Il appartient à une ancienne famille bourgeoise solidement implantée dans les élites administratives en politique française. Son père, Edmond, évolue dans les plus hauts cercles de l'État et du monde économique, fréquentant des figures politiques majeures de l'entre-deux-guerres. Sa mère, May Bardou, est issue d'une lignée politique prestigieuse. Elle est la fille du sénateur du Puy-de-Dôme. Valéry grandit donc dans un univers où l'État, la politique et la culture du pouvoir sont omniprésents. Il est élevé dans un cadre familial très structuré, exigeant, marqué par le sens du devoir, le goût des études et une forte conscience de l'appartenance aux élites républicaines. Il a 4 frères et sœurs avec lesquels il grandit dans un milieu cultivé et socialement privilégié. Très tôt, Valéry se distingue par une grande aisance intellectuelle et un rapport naturel aux institutions qui annoncent déjà son avenir dans les plus hautes sphères de l'État. De retour à Paris, il sera élève au lycée Janson de Sailly et Louis le Grand. Après une classe préparatoire au lycée Louis le Grand, en août 1944, Valéry participe à la libération de Paris à l'âge de 18 ans. Il refuse de retourner au lycée Louis le Grand pour y préparer l'école polytechnique et s'engage dans l'armée française. Après 8 mois de campagne et 28 jours au combat, il est décoré de la Croix de guerre. Il défile devant le général de Gaulle le 14 juillet 1945. À la rentrée 1945, Valéry réintègre le lycée Louis le Grand et est reçu 6e au concours de l'école polytechnique. Il choisit d'intégrer l'école nationale d'administration. Avant sa rentrée à l'ENA, il voyage aux États-Unis et au Canada, trouvera à Montréal un emploi temporaire de professeur et intégrera à l'ENA jusqu'en 1951 où il rentre à l'inspection générale des finances en France. Les débuts politiques de Giscard d'Estaing s'inscrivent dans les fortes tensions de la 4e République, notamment entre Pierre Mendès France, un homme politique français majeur de la 4e République, et les modérés comme Edgar Faure et Antoine Pinay. Très tôt, Giscard d'Estaing se positionne du côté de l'aile libérale et conservatrice du radicalisme. Dès 1954, il joue un rôle officieux auprès d'Edgar Faure au ministère des Finances, s'imposant comme un jeune expert des questions économiques, notamment sur le sujet de l'inflation. En 1956, il est élu député du Puy-de-Dôme. Défenseur de l'Algérie française et partisan d'une Europe libérale, il s'oppose régulièrement à Mendès, notamment lors des débats sur le traité de Rome. Ses premières années révèlent un homme déjà très à l'aise dans les rouages du pouvoir. Économiste libéral, stratège politique et clairement ancré à droite. Le 8 janvier 1959, Valéry Giscard d'Estaing, âgé de 32 ans, est nommé secrétaire d'État aux Finances aux côtés du ministre des Finances et des Affaires économiques. En 1962, il franchit un cap décisif en entrant au gouvernement sur proposition de Michel Debré, un homme d'État français majeur de la Ve République. Il est nommé ministre des Finances et des Affaires économiques, poste qu'il conserve sous Georges Pompidou. Malgré son jeune âge, à seulement 36 ans, il s'impose comme l'un des ministres clés de la Ve République. Il poursuit la politique de redressement économique engagée par le plan Pinay-Rouef. Stabilité monétaire, discipline budgétaire, modernisation de l'administration financière. Sous son impulsion, la France connaît un rare excédent budgétaire et rembourse une partie de sa dette de guerre aux États-Unis. Il s'impose aussi sur la scène internationale, notamment lors de rencontres avec le président américain John Fitzgerald Kennedy. Concernant ses relations avec le chef d'État, son collaborateur Jacques Calvet raconte « Pour plaire à De Gaulle, pour l'intéresser à l'économie, il fallait lui expliquer pourquoi les finances étaient aussi importantes pour la défense nationale que les armées. Giscard savait le faire. » Les relations entre Giscard d'Estaing et le syndicat du patronat, le CNPF, sont assez tendues. Alors que ce dernier lui reproche un style autoritaire, le ministre des Finances s'oppose à leur position protectionniste et à leur demande d'aide massive. Pour lutter contre l'inflation menaçante, il lance en septembre 1963 un plan de stabilisation, comprenant, outre des dispositions budgétaires, des mesures d'encadrement des prix. Ce plan amoindrit sa popularité, notamment auprès des industriels et des commerçants. Sous le feu des critiques pour avoir maintenu sa politique de rigueur, qui commence néanmoins à produire ses effets, il est remplacé le 8 janvier 1966, peu après la réélection du général de Gaulle par Michel Debré. Après son départ du ministère des Finances en 1966, Valéry Giscard d'Estaing s'impose progressivement comme l'une des figures centrales de la majorité. Il fonde la Fédération nationale des républicains indépendants afin de structurer un courant centriste, libéral et pro-européen, et affirme une volonté d'influence autonome au sein des institutions. Député influent, il devient en 1967 président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, où il défend le rôle du Parlement, la rigueur budgétaire et une conception plus équilibrée du pouvoir exécutif.
Parallèlement, il consolide son ancrage local en devenant maire de Chamelières. Lors des crises politiques de la fin des années 60, il soutient la stabilité des institutions tout en appelant à leur évolution. Avant de jouer un rôle déterminant en 69 en refusant d'approuver le référendum sur la réforme du Sénat, puis en apportant son soutien à Georges Pompidou lors de l'élection présidentielle, confirmant ainsi sa stature d'homme d'État et de futur prétendant aux plus hautes responsabilités. Georges Pompidou, élu au second tour, prend ses fonctions de chef d'État en 69. Valéry Giscard d'Estaing se voit confier le portefeuille de ministre de l'économie et des finances. Sous les gouvernements de Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, Valéry Giscard d'Estaing conserve ses fonctions de ministre de l'économie et des finances. En 1974, il obtient le titre de ministre d'État. Il soutient des projets structurants pour l'économie française, comme le développement des centrales nucléaires, tout en privilégiant certaines innovations technologiques, comme l'aérotrain. Ses relations avec le gouvernement et le Premier ministre connaissent des tensions, notamment sur les choix économiques, mais il conserve une influence majeure sur la politique économique française jusqu'à la présidence de Georges Pompidou. Les élections législatives de 1973 marquent un tournant politique. La gauche progresse nettement et la majorité présidentielle se raffaiblit. L'Union des démocrates pour la République, le principal parti gaulliste sous la Ve République, ne dispose plus à elle seule de la majorité absolue, tandis que la Fédération nationale des républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing compte désormais plus de 50 députés, devenant un allié indispensable du pouvoir. À cette époque, Giscard d'Estaing est déjà pressenti pour Matignon, lorsque survient un événement majeur. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. La mort du président Georges Pompidou, le 2 avril 1974, emporté par la maladie de Walderstorm. Le chef de l'État n'avait désigné aucun successeur, mais il connaissait chez son ministre des Finances une vocation nationale. Une élection présidentielle anticipée et organisée et 4 candidats issus de la majorité se présentent, parmi lesquels Valéry Giscard d'Estaing face aux figures gaullistes de Jacques Chaban-Delmas, Pierre Messmer et François Mitterrand. Au départ, sa candidature paraît fragile, moins soutenue par les appareils politiques traditionnels, disposant de moyens limités. Giscard mène une campagne courte mais très innovante. Il revendique vouloir regarder la France au fond des yeux et incarne une rupture générationnelle. Inspiré des campagnes américaines, notamment celle de John Fitzgerald Kennedy, sa stratégie de communication met en avant un homme jeune, moderne et proche des Français. Il s'affiche en famille, pose avec sa fille sur une affiche électorale, une première pour l'époque, et reçoit le soutien de nombreuses figures de la culture populaire. Ou entre autres faire une campagne de charme. Je ne ferai pas une campagne. Je veux dire, si le charme joue, tant mieux. Peu à peu, il s'impose comme le principal rival du candidat gaulliste qu'il dépasse dans les sondages. Il arrive en 2e position du premier tour, derrière François Mitterrand, mais largement devant Chaban-Delmas. Entre les deux tours, le débat télévisé marque durablement les esprits, notamment avec sa réplique restée célèbre « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing remporte de justesse le second tour, avec un peu plus de 50% des voix lors de l'élection présidentielle la plus serrée de la Ve République. Il devient à 48 ans le plus jeune président de la République. Dès son entrée en fonction, il affiche une volonté claire de modernisation et de rupture avec le style gaulliste. Son portrait officiel, pris en extérieur sans uniforme ni collier de la Légion d'honneur, symbolise cette présidence plus décontractée et réformatrice. Il simplifie le protocole de l'Élysée, cherche à se rapprocher des Français et multiplie les gestes symboliques destinés à incarner une république plus ouverte et plus accessible. Sur le plan politique et social, le début de son septennat est marqué par d'importantes réformes. Il met fin à certaines pratiques autoritaires du passé, comme la saisie de presse et la censure politique, et engage la réforme de l'audiovisuel public avec le démantèlement de l'ORTF, au nom du pluralisme et de la liberté de l'information. L'organisme est remplacé par plusieurs sociétés autonomes comme TF1 ou Antenne 2, marquant une libération du paysage audiovisuel français. Sur le terrain des libertés et des mœurs, il soutient des réformes majeures. La légalisation de l'interruption volontaire de grossesse portée par Simone Veil, l'abaissement de la majorité civile à 18 ans, la réforme du divorce par consentement mutuel, l'amélioration des conditions pénitentiaires et une meilleure intégration des personnes handicapées. En matière d'immigration, il rompt avec la politique d'ouverture des 30 Glorieuses. Dès 1974, l'immigration de travail est suspendue, à l'exception des ressortissants européens, marquant un changement durable. Au début de son septennat,
Valéry Giscard d'Estaing engage plusieurs mesures sociales importantes afin de répondre aux inquiétudes nées du ralentissement économique. Dès 1974, l'âge de départ à la retraite est abaissé à 60 ans pour les salariés exerçant des métiers pénibles et une allocation supplémentaire d'attente est créée pour les personnes licenciées pour motifs économiques, leur garantissant une large part de leur salaire pendant un an. Ces décisions traduisent la volonté du nouveau président de conjuguer modernisation économique et protection sociale. Mais très vite, la conjoncture internationale bouleverse ses ambitions. Les deux chocs pétroliers des années 70 mettent fin à la période de forte croissance des 30 Glorieuses et plongent la France dans une crise durable. L'inflation atteint des niveaux très élevés et le chômage commence à augmenter fortement. Vous avez quand même de la salade pour 3-4 jours, c'est le principal. Après le reste, quand il n'y a pas, il y a toujours de la pomme de terre ou il y a toujours des conserves, quoi. Face à cette situation, le pouvoir hésite entre relance et rigueur. Après une première tentative de lutte contre l'inflation, le président tranche en 1975 en faveur d'un plan de soutien à l'économie, combinant investissement public, mesures fiscales et aides sociales. Toutefois, cette politique ne suffit pas à enrayer durablement la crise. Au même moment, les relations entre Valéry Giscard d'Estaing et son Premier ministre Jacques Chirac se dégradent progressivement. Alors que le président espérait faire évoluer le parti gaulliste vers une ligne plus centriste, Jacques Chirac affirme au contraire son autonomie politique et renforce son influence au sein de l'UDR. Estimant ne pas disposer d'une liberté d'action suffisante, il démissionne en août 1976. Pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Giscard d'Estaing nomme alors Raymond Barre, économiste reconnu, qu'il charge de conduire une politique de rigueur face aux difficultés économiques. Le président adopte une lecture plus classique de la Constitution et laisse davantage le Premier ministre gérer les affaires intérieures, ce qui contribue à donner l'image d'un chef d'État plus distant. Sur le plan politique, la majorité est fragilisée par les succès électoraux de la gauche aux élections cantonales et municipales de 1976 et 1977, tandis que Jacques Chirac, devenu maire de Paris et fondateur du RPR, s'impose comme un rival majeur à droite. Pour structurer son propre camp, Valéry Giscard d'Estaing soutient en 1977 la création du Parti républicain, puis fonde en février 1978 l'Union pour la démocratie française, destinée à rassembler les forces centristes et giscardiennes. Cette recomposition permet à la majorité de résister lors des élections législatives de 1978, qui se soldent par une victoire courte mais décisive face à la gauche. Comme Premier ministre, un nouveau cap est assumé. Valéry Giscard d'Estaing lui confie la mission de rétablir les grands équilibres économiques. Le gouvernement adopte une politique de rigueur fondée sur la lutte contre l'inflation, la stabilité monétaire et la maîtrise des déficits. Le plan Barre limite la progression des salaires, encadre les prix, augmente certains impôts et modifie la fiscalité indirecte. Cette politique, poursuivie jusqu'à la fin du septennat, marque profondément l'image du pouvoir perçue par une partie de l'opinion comme austère et technocratique. Malgré une croissance encore relativement solide à la fin des années 70 et une dette publique contenue, la persistance de l'inflation et surtout l'explosion du chômage fragilisent durablement le pouvoir. Le chômage devient alors de longue durée et touche pour la première fois beaucoup de jeunes. C'est sous son mandat que la France franchit pour la première fois le seuil du million de chômeurs. Cette situation économique difficile, combinée à l'image de rigueur associée au gouvernement Barre, pèse lourdement sur la popularité de Giscard d'Estaing à l'approche de l'élection présidentielle de 1981. Sur le plan international, Valéry Giscard d'Estaing s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs, en menant une diplomatie attentive aux équilibres du Proche-Orient. Dans un contexte marqué par les enjeux énergétiques et les chocs pétroliers, il cherche à maintenir des relations étroites avec les pays arabes producteurs de pétrole, tout en affirmant une position française indépendante sur la scène internationale. Parallèlement, son septennat voit le lancement de grands projets culturels et structurants, notamment la transformation de l'ancienne gare d'Orsay en musée consacré aux arts du XIXe siècle, la création de l'Institut du monde arabe, à la fois culturel et diplomatique, ainsi que la reconversion des anciens abattoirs de la Villette en un vaste parc urbain dédié aux sciences et à la culture, témoignant sa volonté de moderniser durablement le paysage culturel français. La littérature occupe une place importante dans la vie de Giscard d'Estaing, qui se voyait autant comme un homme de lettres que comme un responsable public. Grand lecteur, attaché à la langue française et à l'héritage classique, il publie plusieurs essais, romans et mémoires où il mêle réflexion politique,
méditations historiques et ambitions littéraires. Cette dimension intellectuelle explique son élection en 2003 à l'Académie française. À l'approche des élections présidentielles de 1981, Valéry Giscard d'Estaing aborde la campagne avec confiance. Il estime avoir accompli l'essentiel de son programme et les sondages le donnent alors largement vainqueur. Réélu député et conforté par la victoire de sa majorité aux législatives, il annonce sa candidature à un second mandat. Mais sa campagne apparaît tardive et peu structurée. Plusieurs épisodes fragilisent son image, tandis que le contexte économique et social demeure difficile. Arrivé à la tête du premier tour, il affronte François Mitterrand au second, dans une campagne tendue, marquée par les divisions à droite et un débat télévisé resté célèbre. L'homme du passé, c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Le 10 mai 81, Valéry Giscard d'Estaing est battu de justesse, recueillant alors 48% des suffrages. 9 jours plus tard, il s'adresse aux Français pour clore son mandat. Au revoir. Avant de quitter l'Élysée, mettant fin à 7 années d'une présidence marquée par la modernisation, les réformes et les profondes mutations économiques et sociales. En 2011, il déclare que sa campagne était mauvaise, bâclée. La fin des 30 Glorieuses, l'attitude de Jacques Chirac et la large préférence pour François Mitterrand des électeurs de 18 à 21 ans, à qui Valéry Giscard d'Estaing a donné le droit de vote, semblent avoir été déterminants dans sa défaite. Au lendemain des élections présidentielles, Valéry Giscard d'Estaing n'apparaît pas comme le chef naturel de la majorité sortante pour affronter les élections législatives anticipées décidées par François Mitterrand. Au sein de l'UDF, l'idée qu'il conduise la campagne ne suscite qu'un enthousiasme limité. L'ancien président, alors âgé seulement de 55 ans, bien plus jeune que ses prédécesseurs, fait le choix d'un retrait volontaire de la vie politique. Son entourage nourrit l'idée qu'il pourrait à terme redevenir une figure de recours en cas de crise majeure. À l'image de Raymond Poincaré, président de la République lors de la Première Guerre mondiale, rappelé au pouvoir après un premier départ. Les élections législatives de 81 confirment toutefois l'installation durable de la gauche au pouvoir. Malgré la réélection aisée de certains de ses proches, comme Claude Wolff dans le Puy-de-Dôme, la démobilisation de l'électorat centriste contribue à la large victoire socialiste à l'Assemblée nationale. Vivant sa défaite comme une profonde injustice, Valéry Giscard d'Estaing s'éloigne alors durablement de la scène publique. Il entreprend plusieurs voyages à l'étranger et se retire notamment en juin 81 dans un monastère chrétien orthodoxe du mont Athos en Grèce. Bien qu'il devienne membre du droit du Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président de la République, il refuse d'y siéger pendant plus de 20 ans. En 85, son statut institutionnel est formalisé par une lettre du Premier ministre Laurent Fabius définissant durablement la place des anciens chefs d'État dans la nation. Après sa défaite, Giscard d'Estaing choisit de rester pleinement engagé dans la vie publique en repartant du terrain local avant de retrouver une influence nationale et européenne durable. Élu dès 1982 conseiller général du Puy-de-Dôme, puis député à partir de 1984, il s'impose comme une figure centrale de l'opposition centriste durant les années de cohabitation, tout en renonçant volontairement à une nouvelle candidature présidentielle. Souhaitant renouer un lien direct avec les Français après sa défaite, Giscard d'Estaing choisit de reprendre sa carrière politique par l'échelon local, contre l'avis de plusieurs de ses conseillers. Il se présente aux élections cantonales dans le nouveau canton de Chamolières, commune dont il avait été maire avant son ascension à l'Élysée. Il est élu dès le premier tour avec plus de 70% des voix, un résultat exceptionnel dans un département traditionnellement ancré à gauche. Cette victoire marque son retour progressif sur la scène politique. En septembre 82, il intervient pour la première fois à la télévision depuis 81, dans l'émission L'heure de vérité, où il apparaît convaincant pour une large majorité des téléspectateurs. En 84, il retrouve un mandat national en étant député du Puy-de-Dôme, lors d'une législative partielle. Ce retour nourrit l'idée d'un possible rebond national, mais le contexte est défavorable. Jacques Chirac s'impose désormais comme le chef de l'opposition, tandis que l'UDF, fondé par Giscard, est traversé par un mouvement de dégiscarisation porté par une nouvelle génération de responsables centristes. Réélu député à plusieurs reprises entre 86 et 97, Valéry joue néanmoins un rôle important sous la première cohabitation. Président notamment la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, fonction rare pour un ancien président de la République, partisan d'une large union de l'opposition, il renonce officiellement à se présenter à l'élection présidentielle de 88. Pour défendre des idées qui ne rencontrent pas d'écho. Et c'est la raison pour laquelle je ne me présente pas à l'élection présidentielle. Soutenant d'abord Raymond Barre puis Jacques Chirac, il prend toutefois la tête de l'UDF,
un parti politique qu'il a créé en 1978 pour soutenir son action et rassembler les forces non-gaullistes de la majorité. Il renonce finalement, estimant que ses propositions ne rencontrent plus l'adhésion de l'opinion et apporte son soutien à Jacques Chirac. À partir de la fin des années 80, Valéry Giscard d'Estaing investit davantage la scène européenne. Élu député européen en 1989, il préside un groupe politique au Parlement européen et devient l'un des acteurs influents de la construction européenne. Son engagement culmine en 2001 lorsqu'il est nommé président de la Convention sur l'avenir de l'Europe, chargé de rédiger un projet de constitution européenne. Signé en 2004 mais rejeté par le référendum en France en 2005, ce texte marque néanmoins l'aboutissement de son rôle de sage européen, plus que celui d'un acteur politique national. À la tête de l'UDF de 88 à 96, il cherche à structurer une droite libérale et européenne. Parallèlement, son action locale marque profondément l'Auvergne. Président du Conseil régional de 86 à 2004, il œuvre au désenclavement de la région par de grandes infrastructures, soutient l'enseignement supérieur et la recherche et lance des projets emblématiques comme Vulcania. Cette continuité entre action nationale, européenne et territoriale illustre un homme d'État attaché à la modernisation de la France, au rayonnement culturel et à la construction européenne, bien au-delà de son seul passage à l'Élysée. Après avoir quitté la vie politique active à la suite de son dernier mandat régional, Valéry Giscard d'Estaing reste très présent dans le débat public, siégeant au Conseil constitutionnel et continuant à s'exprimer sur des questions économiques, sociales et européennes. Il soutient régulièrement des candidats de la droite et du centre, comme Nicolas Sarkozy ou François Fillon, tout en prenant des positions progressistes sur certains sujets sociétaux, tels que le mariage pour tous. Sa longévité lui permet d'établir plusieurs records parmi les anciens présidents français, notamment celui d'avoir vécu le plus longtemps et celui d'avoir été l'ancien président le plus âgé depuis la fin de son mandat. Cependant, ces dernières années sont également marquées par des accusations de harcèlement sexuel. Valéry Giscard d'Estaing meurt quelques mois après le dépôt d'une plainte en 2020, laissant un héritage politique institutionnel et européen durable, mais aussi une fin de vie controversée sur le plan personnel. Valéry Giscard d'Estaing meurt le 2 décembre 2020 à Othon des suites de la Covid-19. Après plusieurs hospitalisations liées à des problèmes pulmonaires et cardiaques, sa disparition suscite un large hommage national et international. Les anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, le président Emmanuel Macron, ainsi que des dirigeants étrangers, saluent sa carrière et son rôle de grands Européens. Conformément à ses dernières volontés, ses obsèques se tiennent en toute intimité familiale, en présence d'une quarantaine de personnes. Son cercueil recouvert des drapeaux français et européens. Sa stèle porte l'épitaphe « En vous, Seigneur, j'ai mis mon espérance, que jamais je ne sois confondu ». Si vous en êtes arrivé là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Branchez-vous, il y a du lourd qui arrive, il y a des nouveaux formats, il y a toujours des focus de personnalité et il y a plein de choses qui me feront kiffer et qui vous feront kiffer par la même occasion, j'espère, qui arrivent très prochainement. Alors restez branchés et à la prochaine. Ciao.